Bonsoir Marine Le Pen. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes la présidente du Front National, vous êtes tête de liste aux Européennes. On va parler bien sûr de votre programme pour les Européennes, de l'image que vous avez dans la société. Vous connaissez les règles du jeu, on est ensemble jusqu'à 20 h. Je vais d'abord vous interroger pendant cette première demi-heure sur l'actualité politique, sur votre programme. C'est ensuite Edwige Chevrillon de BFM Business qui viendra nous rejoindre, BFM Business, où vous pouvez nous écouter en direct sur BFM Radio et nous revoir ce soir côté BFM Business télé à partir de 22 h. Elle vous interrogera notamment sur la question de la sortie de l'euro, qui est un des au cœur de votre programme des Européennes. C'est ensuite Anna Cabana, grand reporter au journal Le Point, qui viendra interroger la cohérence de votre parcours. François Hollande a fait 2 interventions cette semaine sur l'Europe, sur la commémoration de l'esclavage, et dans les 2 cas, il vous attaque de front, il cible le Front National. Alors d'abord, dans sa tribune sur l'Europe, il dit, je cite, « En France même, des forces cherchent à défaire l'Europe en spéculant sur la déception, en misant sur le découragement, en exhumant les peurs. Ceux-là se prétendent patriotes, ils ne croient plus à la France. » Est-ce que vous vous reconnaissez? Est-ce que c'est vous qui le ciblez? Oui, bien sûr, c'est nous qui le cible. Comme tous les autres d'ailleurs. Il ne fait pas preuve d'une grande imagination. Le moins qu'on puisse dire, c'est que l'ensemble de cette campagne européenne consiste à taper sur le Front National. Sans d'ailleurs parler des problèmes concrets des Français. Le président de la République ne parle pas de la concurrence internationale déloyale, il ne parle pas de l'immigration massive à cause de l'ouverture des frontières. Il parle des doutes. Il ne parle pas. Non, il ne parle pas. Il est dans. Voilà l'enfilade traditionnelle d'incantation. Ça vous a pas convaincu, quoi, l'Europe c'est la paix, etc. On est dans l'incantation. Mais dès qu'il s'agit de parler concrètement de ce que vivent les Français au quotidien, qui est la conséquence de l'Union européenne, ou plutôt la conséquence de la soumission de cela à l'Union européenne, il n'y a plus personne. Et François Hollande n'évoque pas le chômage, il n'évoque pas l'effondrement du pouvoir d'achat. Il dit justement, il dit que l'Union européenne peine à convaincre sur les questions justement de baisse du chômage. Oui, d'accord. Il ne parle pas de l'euro, il ne parle pas de la concurrence, il ne parle de rien de tout cela. Nous, si on vous va voulez. en parler. Et je pense que c'est un immense aveu, en réalité, d'impuissance de la part du président de la République. C'est un aveu d'impuissance? Tout à fait. C'est un immense aveu d'impuissance. C'est aussi la démonstration que le système est en panique. Le système est en train de paniquer parce que avant tout était. C'est quoi le système, tout était sous contrôle. Bah, c'est le système de la caste politique, médiatique, la caste d'experts qui sont en permanence sur les plateaux de télévision. Vous les connaissez bien. Vous passez votre vie à les inviter et qui sont les défenseurs d'un système dont on voit bien aujourd'hui qu'il défend les intérêts des marchés financiers, des banques, de la caste en question, mais qui va à l'encontre de l'intérêt du peuple français. Voilà, ça me paraît extrêmement clair. On va revenir dans les détails. Je voudrais juste quand même, dans cette phrase de François Hollande, il dit « Vous spéculez sur le découragement, vous exhumez les peurs ». Non, mais les Français ont une réticence absolue à l'égard de l'Union européenne. Vous croyez que ça leur est tombé dessus comme ça? Vous croyez que c'est à cause de moi? Ou vous croyez que c'est parce qu'ils sont intelligents et lucides et qu'ils ont bien vu dans les 15 dernières années que plus il y avait d'Union européenne, plus leurs difficultés s'aggravaient, que la concurrence internationale déloyale était une des raisons de la désindustrialisation de notre pays, que l'euro avait augmenté considérablement les prix des produits, que l'euro était un frein au retour de l'emploi, que l'euro est un frein à la compétitivité de nos entreprises, que la pêche, que l'agriculture est directement touchée par les contraintes multiples qui sont posées par l'Union européenne, que l'immigration n'a eu de cesse que de s'aggraver dans notre pays pour une raison simple, c'est que l'Union européenne non seulement nous interdit de nous protéger face à cette immigration, mais en réalité nous oblige à accepter cette immigration. Donc les Français voient bien tout cela. Pourquoi voulez-vous qu'ils continuent? Ils ne sont pas suicidaires. Et donc ils vont exprimer le 25 mai prochain leur désaccord avec la politique menée par l'Union européenne, politique soutenue par l'UMP et le PS. Hier, il a donc recommencé. Le contexte, c'est que le nouveau maire Front National de Villers-Cotterêts a boycotté la cérémonie de commémoration de l'esclavage, et en particulier dans son village, la cérémonie à la mémoire du général Dumas, né esclave, mort général justement, dans cette ville de Villers-Cotterêts. François Hollande dénonce ce boycott. Il dit tout le monde devrait célébrer le général Dumas, notamment le maire qui devrait s'honorer de célébrer un des citoyens les plus illustres de sa ville. Est-ce que vous soutenez ce boycott ?
Non, mais je crois que le maire de Villers-Cotterêts, d'ailleurs, n'a pas interdit la commémoration. Non, lui-même, il n'a pas voulu que la mairie y participe. Il fait partie des nombreux Français qui ont le sentiment que les gouvernants qui se sont succédés n'ont eu de cesse que de culpabiliser la France par rapport à son passé. Mais au-delà de ça, vous soutenez, le président de la République... Vous-même, vous estimez que c'est légitime et c'est bien que le maire de Villers-Cotterêts se soit retiré. C'est pas légitime ou bien, madame, c'est son choix. Voyez-vous, car les maires ne sont pas sous tutelle. Non, moi, je serais allée à la commémoration, figurez-vous, et j'aurais dénoncé l'esclavage actuel. Et le président de la République s'honorerait, voyez-vous, à rompre les relations avec le Qatar. Hein. Voilà, petit pays par la superficie, mais grand pays par l'esclavage qu'il met en œuvre. Je vous signale qu'il y a, ne serait-ce que pour les ressortissants venant d'Inde, 400 ressortissants venant d'Inde qui sont morts sur les chantiers du mondial de football au Qatar dans l'indifférence générale de nos grandes consciences européennes. Eh bien, le président de la République devrait s'attaquer à l'esclavage aujourd'hui, car il est bien de travailler le devoir de mémoire pour hier, mais pas si l'on est aveugle sur l'esclavage d'aujourd'hui. Alors voilà, il donne des leçons d'honneur, eh bien je lui en renvoie bien volontiers. À François Hollande, donc. À François Hollande, tout à fait. Manuel Valls, le Premier ministre, en a rajouté lui aussi une couche. Il dit se soustraire à cette exigence donc, de mémoire, c'est non seulement une faute, un manquement très grave, c'est au fond dire qu'on n'aime pas la France. Vous n'aimez pas la France? Écoutez, monsieur Manuel Valls n'a pas de leçon d'amour de la France à me donner. Pourquoi il n'aime pas la France, lui? Parce que cet homme est le mandataire liquidateur de la France nommé par Bruxelles. C'est le grand équarrisseur qui est en train... Oui, le grand équarrisseur de la France, oui, qui est en train de vendre la France à la découpe. À toi, un petit bout au Qatar, un petit bout à l'Allemagne, un petit bout aux États-Unis, un petit bout à l'Union européenne. Alors je vais vous dire une chose. Vous dites que solennellement, Manuel Valls sera le pire Premier ministre que la Ve République ait connu. Vous m'entendez? Ce sera le pire Premier ministre. Expliquez-vous, en quoi? Parce qu'il va contribuer à terminer le travail qui a commencé sous ses prédécesseurs, c'est-à-dire le travail de dilution, encore une fois, d'équarrissage de notre pays. Cet homme est un pur produit du système. D'ailleurs, il se moque des Français. La réalité, elle est là. Les Français ne sont dans son esprit qu'un marchepied pour sa petite ambition personnelle. Voilà. C'est uniquement personnel. À aucun moment vous n'acceptez de dire quelque chose de positif éventuellement sur Manuel Valls? Ah non, je crois que c'est un homme... rien de positif? Non, c'est un homme qui méprise profondément les Français, qui méprise profondément les grandes valeurs qui sont celles de notre pays, qui méprise la liberté. On l'a vu d'ailleurs à l'œuvre. Il a été arrêté net parce qu'il a vu qu'il y avait une opposition de la part de la population, mais il s'apprêtait à mettre en œuvre des mesures qui visaient à supprimer ou en tout cas à encadrer la liberté d'expression sur les réseaux sociaux. Et ça, je pense que l'ensemble des jeunes l'ont compris. C'est la raison pour laquelle il est aussi impopulaire aussi à l'affaire Dieudonné. Voilà, non, mais pas seulement. Non, pas seulement la volonté de supprimer des hashtags sur Twitter, etc. Je pense que la jeunesse de France est extrêmement lucide sur le Premier ministre Manuel Valls. Le Premier ministre est un de ceux qui a la meilleure opinion de la part des Français de la Ve République. Est-ce que ça veut dire que les Français se trompent? Parce que ça veut dire que dans ce gouvernement, il y a tellement de gens pour lesquels les Français n'ont aucune confiance que c'est un petit effet miroir. La réalité, c'est que c'est un multirécidiviste de l'échec, Manuel Valls. Qu'est-ce qu'il a réussi, cet homme, dans la vie, à part monter les quelques marches? Quand les Français lui font crédit d'une opinion, les Français se trompent. Les Français, vous permettez? On va les laisser parler à l'élection. D'accord? Parce que moi, les sondages, d'abord, il y en a 12 par jour, ils sont tous contradictoires les uns avec les autres. Non, mais permettez-moi. Ouais. Donc, on va voir si aux élections de Manuel Valls, on va aussi parler des vôtres. Le Parti socialiste fera... Non, mais je ne vous parle pas de sondage, moi, je sais que ça vous passionne, mais combien le Parti socialiste, quelle image vous avez notamment dans l'opinion française? Vous permettez que je termine ma phrase? On va regarder effectivement les résultats. Laissez-moi terminer ma phrase. Mais c'est moi qui pose les questions, Marine Le Pen. Non mais madame, si vos questions sont plus importantes à vos yeux que les réponses que je vous apporte, à ce moment-là, invitez-vous vous-même pour y répondre. Non, c'est pour ça que je vous invite, Marine Le Pen. D'accord, donc je suis en train de vous dire exactement l'inverse. Mais comme vous n'écoutez pas la fin de ma phrase, vous n'entendez pas ce que je dis. J'ai tout à fait écouté votre phrase, vous étiez en train de dire que vous verriez les résultats des élections européennes. Dans 10 jours, il y a des élections européennes. C'est bien ce que j'ai entendu. Je pense que le Parti socialiste va faire un score
catastrophique. Je vous rappelle que le Parti socialiste a tous les pouvoirs dans notre pays. L'État, l'Assemblée nationale, le Sénat, les régions, des centaines, même des milliers de communes, les conseils généraux. Et je pense qu'il va faire un score historiquement bas. Ça voudra dire quoi? Ça voudra dire qu'entre les municipales et les européennes, le Parti socialiste n'a pas retrouvé la confiance des Français. Et donc que Manuel Valls les aura pas convaincus. Que donc l'effet Valls, bulle. Voilà. 0, dites-vous. Il y a justement ce sondage dans Le Parisien de ce matin qui dit que 68% des Français ont une mauvaise opinion de vous et que 78% ne vous feraient pas confiance si vous deviez gouverner le pays. Est-ce que vous êtes prête à gouverner, Marine Le Pen? Oui, je suis prête à gouverner, madame. Oui. Est-ce que vous bluffez? Non, pas du tout. Parce que ne bluffe pas du tout. Votre père, Jean-Marie Le Pen, disait qu'il était prêt en 2002 et justement, depuis, a posteriori, il avoue que non. En fait, il n'était pas prêt. Eh ben, moi, je suis prête. Voilà. Mais il disait la même chose. Non, mais madame, moi, je suis prête. Cette fois-ci, vous dites... Voilà. Moi, je suis prête et je pense qu'il est urgent de changer radicalement de politique dans notre pays. Pourquoi vous êtes prête aujourd'hui et vous n'étiez pas prête, visiblement, il y a 10 ans? Mais madame, parce que j'ai construit autour de moi tout un réseau de personnalités compétentes, de personnalités investies, qui connaissent parfaitement les domaines que dont je voudrais les charger le jour venu et qui pourront me permettre de redonner à la France sa fierté, de redonner à la France sa liberté, son indépendance, sa souveraineté, sa prospérité, sa sécurité. Voilà, je vous dis, je suis prête autant qu'on peut l'être. Autant qu'on peut l'être. 60% des Français estiment que vous êtes raciste. Est-ce que vous êtes raciste? Mais madame, à qui a-t-on posé cette question? Ou plutôt, a-on posé cette question pour d'autres responsables politiques? Je vais vérifier, mais simplement, il semble que c'est une des questions qui a été posée. Non. Bon, alors vous trouvez que c'est injuste? Vous trouvez que c'est injuste? Non, mais c'est pas ça. Je pense que c'est un sondage de combat, madame. Je pense que nous sommes à une période où les différents éléments nous permettent de penser que le Front National pourrait arriver en tête. Et ça, ça rend le système fou, car il va perdre la maîtrise. Alors, polémiques artificielles, sondages plus ou moins manipulés, mais sur la question, attaque concentrée on pourrait poser la question sur d'autres peut-être, mais il se trouve qu'elle a été posée sur vous et qu'effectivement 60% des Français disent qu'ils pensent que vous êtes raciste. Est-ce que vous êtes raciste? On mesure le bruit médiatique. Mais est-ce que vous êtes raciste? Non, madame, je ne suis pas raciste. Je défends tous les Français, quelle que soit leur couleur, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur origine, quelle que soit la date à laquelle ils sont devenus français. Il suffit de le dire, parce que visiblement, les Français ne sont pas convaincus. S'il suffisait de le dire, ce serait effectivement très simple. Mais quand, encore une fois, vous avez face à vous des médias, des politiques qui passent leur vie à dénigrer, à attaquer personnellement, eh bien, il y a du bruit médiatique. Enfin, vous me direz, en même temps, quand c'est BVA, je ne m'inquiète pas des masses, parce que c'est ceux qui, pendant la présidentielle, me mettaient derrière Mélenchon. Mais vous dites, et depuis le début de cette émission, vous l'avez dit à plusieurs reprises, que le système s'agite. C'est quoi le système, Marine Le Pen? Le système, madame, ce sont ceux qui veulent que les choses ne changent pas. Voilà. Ce sont ceux qui en croquent, qui en vivent. Ce sont les élites? Oui, bien sûr, les élites autoproclamées. Pardon, les élites autoproclamées. Alors vous allez retrouver là, vous allez retrouver là la caste politique qui fait tout pour que le système perdure, d'ailleurs que surtout on ne change rien. Il y a là les journalistes, il y a les experts, les économistes qui viennent sur les plateaux télé. Est-ce que les élites, Marine Le Pen, se reproduisent entre elles? Oui, bien sûr. Dont on s'aperçoit que la plupart sont des salariés de banque. Projet, ça, vous vous souvenez, on disait ça. On parlait quoi, des experts? Oui, d'où tu parles. Voilà. On disait, d'où parles-tu? Eh bien, on s'aperçoit que pour la plupart, ils travaillent soit pour des entreprises du CAC 40, soit pour des banques. Donc, ils sont jugés partis, en quelque sorte, dans ce débat. Marine Le Pen, oui, vous dites que les élites se reproduisent. Il y a des pouponnières comme ça. L'ENA, Sciences Po. Mais est-ce que le Front National, c'est pas... Pardon, vous n'avez pas fait Sciences Po, j'espère. J'ai fait Sciences Po, mais je n'ai pas fait l'ENA, vous voyez. Zut. Voilà. Bon. Et Marine Le Pen, je suis très heureuse d'avoir passé le concours de Sciences Po et de l'avoir réussi. C'est quand même un concours, c'est la méritocratie je suis absolument ravie pour vous. Marine Le Pen, justement, vous dénonciez les élites, vous dites qu'elles se reproduisent entre elles. Est-ce que le Front National, dans un sens, c'est pas aussi un peu pareil? Parce que chez vous, finalement, c'est aussi pas vraiment une méritocratie, mais un héritage. On est chef de père en fille, en nièce. Ça aussi, c'est se reproduire, non? Non, mais ce que vous dites est en même temps faux et insultant. Insultant puisque vous le savez pertinemment. Il y a eu des élections au Front National. Et ces élections ont permis à près de 70% des adhérents du... Pardon? C'est comme pour Sciences Po, il y a un concours.
Non, mais je vois pas le rapport entre l'élection dans un parti et Sciences Po. Enfin, permettez-moi. Vous justifiez simplement c'est de. Non, mais on est bien d'accord. Ça n'a strictement rien à voir. Sciences Po, c'est pas une élection. Bon, Père Fignès, quand même, Marine Le Pen, non? Non, madame, non. Je crois que, encore une fois, vous trompez et vous trompez les Français. Et vous trompez les Français parce que tout vise à salir la personne que vous avez en face de vous. Et pour une raison simple, madame, c'est que cette personne, elle ne participe pas à votre système, justement. Elle ne veut pas que les élites se reproduisent. Elle veut que les Français reprennent le pouvoir dans leur propre pays. Elle veut pour cela qu'on leur rende leur souveraineté. Elle ne veut pas que la France devienne un pays esclave, avec un peuple esclave, avec une liberté qui aurait été transférée à une instance supérieure. C'est notamment au cœur de votre programme que je sais vous défendez d'ailleurs. C'est nouveau d'ailleurs parce qu'en 2002, je crois que vous étiez chevenantiste, me semble-t-il. Vous avez fait sa campagne. Vous avez donc changé d'avis. D'accord. Donc effectivement, vous avez décidé. Effectivement, à l'époque, je suis absolument pas comptable vous étiez aussi pour la souveraineté. Chère Marine Le Pen. Oh, ne vous excusez pas d'avoir été chevenantiste. D'autres très bien l'ont été. Alors, est-ce que je viens de m'excuser? Est-ce que je suis excusée, Marine Le Pen? Tout ça pour dire qu'il y a effectivement d'un côté ceux qui ne croient plus en la France. C'est-à-dire qu'ils pensent qu'elle est trop petite, trop faible, qu'elle n'y arrivera pas. C'était un personnel, Marine Le Pen, parce que je trouve quand même que ce que vous dénoncez, vous le pratiquez finalement, Marine Le Pen, visiblement. Voyons. Ah, c'est moins agréable, pensez-vous qu'il y en ait de victimes. Je me sens parfaitement à l'aise, Marine Le Pen. On va parler justement de votre programme. Vous dites renégociation des traités. C'est exactement ce que disait François Hollande pendant sa campagne en 2012. Il disait, je vais renégocier le traité budgétaire. Il n'a pas réussi. Comment est-ce que vous arriveriez? Il n'a pas essayé, madame. Il n'a pas essayé, jamais. Il n'a essayé de... Et vous y arriveriez? Mais bien sûr, je vais y arriver pour une raison simple, c'est que je vais organiser un référendum. Donc le temps de cette négociation, vous voyez, sera le temps électoral du référendum. Donc si je n'y arrive pas, si l'Union européenne ne veut pas m'écouter, ne veut pas rendre au peuple français sa souveraineté territoriale pour maîtriser notre immigration et arrêter cette immigration massive, notre souveraineté monétaire, notre souveraineté économique pour pouvoir faire un patriotisme économique et un protectionnisme intelligent. Et notre souveraineté législative, parce que je considère que les lois votées par les représentants des Français, si tant est qu'ils en soient réellement les représentants, ça c'est un problème de mode de scrutin, doivent être supérieures à n'importe laquelle des directives ou des traités européens. Alors soit j'y arrive, et à ce moment-là je dis aux Français, écoutez, nous avons retrouvé l'essentiel de notre liberté, nous pouvons donc dans ces conditions rester dans une structure européenne qui aura donc totalement changé de nature, soit je n'y arrive pas, et à ce moment-là, je dirai aux Français, eh bien, voilà, vous avez le choix. Moi, je vous propose de sortir de l'Union européenne. Vous reconnaissez donc qu'il y a une possibilité pour que vous n'y arriviez pas? Non, encore une fois, madame, excusez-moi, non, c'est pas compris. Soit l'Union européenne accepte cette négociation, accepte de rendre aux Français leur liberté, soit elle n'accepte pas, alors je demanderai aux Français par référendum de sortir de l'Union européenne. Vous voyez, je veux dire, on peut être en désaccord avec moi. Et moins qu'on puisse dire, c'est que sur les plateaux de télévision, c'est assez rare de trouver des gens qui sont d'accord. Victimes, Marine Le Pen, vous savez très bien, je vous ai souvent invité. C'est la quatrième fois que je vous interviewe. C'est pas le problème de m'inviter. C'est pas tout à fait juste. Madame, c'est pas le problème de m'inviter. Le problème, c'est que l'ensemble de la classe politico-médiatique pense la même chose. Voilà, c'est tout. Et dit la même chose. Alors Marine Le Pen, et il est extrêmement rare vous dites on va stopper la contribution. De trouver une voix qui soit en désaccord avec cette pensée unique. Moi j'estime qu'en tout cas c'est pas mon rôle. Avec cette pensée. Ah bah écoutez, il faut arrêter de tweeter alors. Parce que moi j'ai lu vos tweets, excusez-moi, mais vous prenez position politiquement bien souvent quand même. Vous savez, c'est ça aussi. Il faut choisir. Politique, Marine Le Pen. Mais cela dit, à aucun moment je ne suis d'un côté ou de l'autre. Marine Le Pen, stopper la contribution de la France au budget européen, ça aussi ça fait partie de votre programme. Sauf que cette contribution, elle revient aussi en France, notamment sous forme de subventions. Je voudrais qu'on écoute un agriculteur, Philippe Henry, il est exploitant en Meurthe-et-Moselle et il en parle de l'Europe. Moi, l'Europe, déjà en tant qu'agriculteur, l'Europe ça parle puisque c'est la PAC. On reçoit des subsides financiers qui sont pas anecdotiques, puisque sur notre exploitation, par exemple, ça représente plusieurs dizaines de milliers d'euros. Nous, on le perçoit du sonnant et du trébuchant, évidemment. Lui, il dit plusieurs millions. C'est très gentil de me milliers de répondre à ça. Merci l'Europe quand même. Comment est-ce qu'ils vont faire sans ces sous? Lui, c'est ce qu'il dit en tout cas. Ça me fait penser à la blague de Coluche. File-moi ton portefeuille, je te filerai 100 balles. Je sais, je l'ai déjà entendu, vous l'avez déjà dit sur cette antenne, cette blague-là. Eh bien, c'est exactement cela. Mais visiblement, lui, en tout cas, il estime que merci l'Europe. Non, il croit ce qu'on lui raconte, à savoir que c'est l'Union européenne qui lui donne de l'argent. Et donc, merci de me permettre d'expliquer à l'ensemble des agriculteurs français que l'argent qu'ils reçoivent de l'Union européenne, c'est le nôtre, c'est celui des Français, puisque nous donnons chaque année à l'Union européenne 20 milliards et qu'elle ne nous en rend que 13
PAC comprise. Donc autant ne pas lui donner 20 milliards, conserver nos 20 milliards, ce qui permettrait d'ailleurs de mettre en place une politique agricole française, c'est-à-dire d'aider les agriculteurs qui pourraient en avoir besoin dans le cadre de la défense de notre indépendance alimentaire. On pourrait même d'ailleurs leur en donner un peu plus, puisqu'on a encore 7 milliards. Mais le donner directement sans que ça passe par l'Union européenne, quoi. Mais oui, mais moi je crois qu'il faut qu'on arrête de passer par les technocrates de Bruxelles, parce qu'ils font n'importe quoi. Ils font n'importe quoi avec l'agriculture, ils font aussi n'importe quoi avec les pêcheurs. J'étais au Crotoy cette semaine, mais les pêcheurs, ils n'en peuvent plus. Ils ont dit, on vit une histoire de fou. L'Union européenne nous impose des contraintes délirantes qui correspondent à tout sauf au métier que nous faisons. Je vous signale d'ailleurs qu'il prévoit, alors pour l'instant ça a été stoppé, mais ça va probablement revenir, de mettre les marins sous vidéosurveillance. Vous voyez, on met même pas les criminels sous vidéosurveillance pour voir si les marins sur leur bateau se soumettent bien aux diktats et aux contraintes de l'Union européenne. On vit en plein délire. Il faut arrêter cette folie, arrêter cette machine à fabriquer les mégots, sortir des griffes des technocrates et rendre le pouvoir au peuple français. Et bien justement, un des moyens pour vous de rendre le pouvoir au peuple français, ce serait de sortir de l'euro. On accueille tout de suite Edwige Chevrillon de BFM Business. Bonsoir Apolline. Bonsoir Edwige. Bonsoir Marine Le Pen. Bonsoir Madame Chevrillon. On va parler évidemment de l'euro, hein, c'est votre proposition phare. J'imagine que... C'est une de mes propositions. Oui, on va dire c'est la plus spectaculaire. En tous les cas, ce fameux sondage dont vous parliez à l'instant, sondage BVA, dit qu'il y a 79% des Français, un score quand même très élevé, qui disent qu'ils ne sont pas d'accord avec la sortie de l'euro et 80% qui ne vous jugent pas crédible sur cette question en l'occurrence. Alors, est-ce qu'ils ont tort ou pas tort, ou comment vous expliquez, c'est une forme d'attachement à l'euro, vous pensez, de la part des Français? Pas du tout. Je ne crois pas du tout. D'ailleurs, ce sondage est totalement contradictoire avec tous ceux qui ont été faits dernièrement et qui démontrent que l'hostilité à l'égard de l'euro n'a jamais été aussi forte. La réalité, c'est qu'il y a près de 40% des Français qui veulent retourner à une monnaie nationale, car revenir au franc est une fausse formulation. Mais donc il y a une majorité qui veulent maintenir l'euro. Excusez-moi. Et 70% qui, en réalité, ont la nostalgie du franc. Alors qu'est-ce qui justifie cette différence, Mme Chevrillon? La différence, elle est justifiée par la peur. La peur qui est impulsée par le système et qui explique tous les 4 matins que si nous avions une monnaie nationale, permettez-moi, ce serait la catastrophe, le soleil ne brillerait plus, les rivières s'arrêteraient de couler, le système, justement, les patrons du CAC 40 dont vous parliez à l'instant, l'élite économique, eh ben certains prônent justement en disant il ne faut pas une sortie de l'euro, mais en tout cas il faut une baisse de l'euro est beaucoup trop fort, c'est pénalisant. On a même entendu Mario Draghi, le président de la Banque Centrale Européenne, hein, vous voyez, qui dit il faut faire baisser quand même l'euro, je simplifie. Est-ce que vous dites quelque part que votre débat, le débat autour de l'euro trop fort, il faut sortir de l'euro, c'est un échec économique, finalement, ça a marché un petit peu, parce que moi, le débat est sur la table. Vous avez parfaitement raison. Le débat commence à émerger. Et grâce à nous, vous l'admettrez. Grâce aux élites, aussi, économiques. Louis Gallois, regardez, compte de l'élite. Grâce à nous, nous avons forcé au débat sur l'euro, car depuis l'élection présidentielle, nous n'avons eu de cesse que d'expliquer aux Français les raisons pour lesquelles il faut avoir une monnaie nationale pour pouvoir l'adapter à notre économie, pour pouvoir relancer la croissance dans notre pays. Aujourd'hui, timidement, on entend de ci, de là, même des confrères, à vous, qui écrivent des livres, casser l'euro pour sauver l'Europe. Oui, mais alors, et par conséquent, ce débat émerge. Mais il émerge encore petit à petit, de manière très étouffée. Mais juste le retour au franc, on va quand même quelques chiffres. Non, pas le retour au franc. Retour au franc quand même. Rien que cette présentation, à mon avis, est erronée. Pourquoi? Car le retour au franc, ça laisse croire à ceux qui nous écoutent que l'on reviendrait au franc qui valait donc comme il valait il y a eu 17 dévaluations avant le passage à l'euro. C'est bien le franc vers lequel on reviendrait. De quoi les Français ont peur? Les Français, ils ont peur qu'on revienne dans une valse des étiquettes, qu'ils ne s'y retrouvent plus. L'euro, c'est quand même une forme de stabilité économique. Mais madame, c'est donc que vous n'avez pas lu notre projet. Ah si, car notre projet, on a bossé, Marine Le Pen. Vous le savez très bien. L'objectif, c'est que nous retrouvions une monnaie nationale avec un taux de change unique de 1. Enfin, ça s'appellerait le franc. Oui, mais d'accord, vous l'appelez comme vous voulez. Non, mais simplement que les choses soient très précises. C'est symbolique, c'est des choses importantes. L'euro, l'analyse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la baguette qui vaut 1 euro,
vaudrait demain 1 franc, que celui qui gagne 1000 euros gagnerait demain 1000 francs, c'est pas aussi simple que ça, vous que le son savez loyer bien. qui vaut 200 euros vaudrait demain 200 francs. Par conséquent, l'immense majorité des Français ne verrait aucune différence. Mais sur le prix de l'énergie, regardez, on va prendre l'épargne des Français quand même, l'épargne des Français. Il y a 700 milliards de l'épargne des Français qui est investie dans les dettes de l'État, d'accord, les obligations. La dette de la France, c'est 1900 milliards, vous vous rendez compte? Eh bien là, qu'est-ce que vous faites? Il y a une dévaluation immédiate. Madame, vous connaissez l'Alex Monetae quand même. Oui, et alors? Non, mais moi je vous parle un instant de l'épargne des Français. Non, mais vous connaissez l'Alex Monetae? Ça veut dire quoi? Vous savez pas Bon, l'Alex Monetae, c'est ça qui consiste à dire que à partir du moment où on change une monnaie pour un pays, eh bien, c'est dans cette monnaie-là qu'est remboursée les dettes des pays. Oui, mais sur l'épargne des Français, ça va pas claquer des doigts, vous n'allez pas avoir 1 franc ou ce que vous appelez égal à 1 euro. Mais bien sûr que oui, madame. Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Et pourquoi 97%, ça se décide pas comme ça? C'est les marchés financiers qui décident. Que oui, non, madame. Non, les marchés financiers ne décident pas. Ils ont 70% de la valeur nominale. Ils ont 70% de nos dettes. Les Asiatiques, les Japonais, les Chinois, les Américains. Vous vous trompez entre qui possède la dette et en quel droit est libellée la dette. 97% de la dette française est libellée en contrat de droit français. Par conséquent, une dévaluation d'une monnaie nationale n'impacterait que 3% de notre dette. Le reste, eh bien, nous avons tant de milliards. Les acheteurs de la dette française aujourd'hui, ils vont vous regarder, ils vont voir ce qui se passe et du coup, ils vont conserver la dette, ils vont vendre cette dette parce que ça va les inquiéter. Ne serait-ce que parce qu'il y aura une transition qui va être quand même très impressionnante. Ce qui les inquiète, très probablement, c'est de voir la situation économique déplorable de notre pays, dans lequel, pardonnez-moi, je n'ai pas de responsabilité. On est bien d'accord. Ça, c'est la responsabilité de l'UMP et du PS. Moi, je que vous n'avez jamais été au pouvoir, Marine Le Pen. Il y a quand même aussi une virginité un peu facile, Marine Le Pen. Un impact, permettez-moi, très fort sur la croissance économique. Il a été calculé, c'est un impact de 4 à 6% par an de croissance pendant les 4 premières années, puis un rythme annuel environ de 2%. Vous en doutez, mais avez-vous précisément répondu tous les scénarios. Oui, mais est-ce que vous y avez répondu? Parce que le simple fait de dire oui, j'y crois pas, c'est quand même pas très pro. Oui, mais le fait de dire pour des experts et des économistes. On va avoir 6% de croissance. Donc, comme je l'ai dit, très faible augmentation structurelle de la dette et assainissement des finances publiques, puisqu'à partir du moment où nous avons de la croissance, alors nous retrouvons l'emploi. Si nous retrouvons l'emploi, alors nous baissons nos déficits. Écoutez un chef d'entreprise, si vous voulez bien, Marine Le Pen. Permettez-moi, une partie des déficits que nous avons sont liés au chômage, au coût du chômage, direct et induit, mais également, permettez-moi, aux intérêts que nous versons au marché financier. On écoute un chef d'entreprise 800 millions par jour. Concrètement, 800 millions par jour. Absolument, vous le faites. Mais c'est encore pire, ça peut être encore pire. On écoute un chef d'entreprise. Un marché domestique unique qui représente 60% de nos ventes et 70% de nos coûts. J'ai du mal à imaginer comment on aurait pu et comment on pourrait se développer sans l'euro, à devoir gérer des risques de change avec une lire, une pesette, un Deutsche Mark. Et très sincèrement, je n'imagine pas que Hollande serait là où il est aujourd'hui si le franc était resté en place, d'autant plus qu'une hypothétique dévaluation du franc se traduirait chez nous par une forte hausse de nos coûts d'achat. En effet, il y a de nombreux composants qu'on ne trouve plus en France aujourd'hui. Voilà. Oui, vous avez entendu ce chef d'entreprise. Il a besoin de l'euro. Permettez-moi, madame, qu'il y ait 1% de gens qui profitent de l'euro, ça j'en suis convaincue. D'ailleurs, ce sont ceux en général qui ont les manettes. Parce que sinon, on n'en serait pas toujours là avec les résultats de l'euro. Il crée des emplois. Marine Le Pen, il crée des emplois. Non, mais madame, écoutez, vous voulez qu'on fasse des concours de déclaration d'entreprise? Alors nous allons, moi je vais vous parler d'Airbus, qui dit qu'à chaque fois que l'euro s'apprécie, il y a un milliard. L'élite économique dont je parlais tout à l'heure, Marine Le Pen. Par conséquent, les entreprises souffrent de l'euro. C'est un fait. Chacun aujourd'hui l'admet. Je sais que ça a été difficile comme constat parce que moi, quand je le disais, on m'a traîné un peu dans la bouffe. Il faut quand même être honnête avant que chacun admette que c'est le cas. Alors évidemment, il y aura toujours l'exception. Vous arriverez toujours à en trouver une qui bénéficie de l'immigration, qui même peut-être bénéficie de l'insécurité. Je sais pas moi, ceux qui vendent des portes à double. Non, Marine Le Pen. Non, mais bien sûr. Mais moi, je parle de l'ensemble de l'économie française et des TPE, des PME, des PMI qui elles souffrent incontestablement de l'euro pour une raison simple. On y reviendra plus longuement ensuite. J'aimerais bien qu'on parle d'une petite, juste 2 minutes. Moi, j'entends la classe politique aujourd'hui qui vient dire qu'il faut dévaluer l'euro. Je m'aperçois qu'on est juste avant les élections. Vous savez ce que je pense des conversions tardives. Il faut
Ah oui, bon, d'accord, ça revient au même. Non, mais je sais bien. Ça revient exactement au même. Bon, très bien. Il faut... Et comment? Eh bien, le seul qui puisse le faire, c'est Mario Draghi, en baissant les taux d'intérêt. Oui, mais il faut qu'il ait l'accord de l'Allemagne. Or, il n'y a qu'un problème. Il dit qu'il est indépendant. Non, mais Au contraire, la chancelière allemande a déclaré vendredi en disant il n'y a que les politiciens qui veulent toucher à la valeur de l'euro. Il n'y en a qu'un qui puisse le faire, ou qu'une en l'occurrence, la Banque Centrale Européenne. Elle a dit autre chose. Elle a dit les politiciens qui veulent faire baisser l'euro. L'euro fort est un élément essentiel de la vitalité économique de l'Allemagne. Qu'est-ce que veut dire cette phrase? Ça veut dire que l'Allemagne n'acceptera jamais. Mais elle a les mêmes armes que nous, l'Allemagne. Non, madame. C'est le même euro. Elle a les mêmes armes. Hélas, à cause de nos dirigeants, l'Allemagne a un poids politique bien plus important que la France. Et c'est bien ce que je veux changer d'ailleurs, car que les Allemands défendent l'intérêt de l'Allemagne, je trouve ça naturel. Mais j'aimerais que la France défende les intérêts de la France. Et il se trouve que, en l'occurrence, nos intérêts sont contradictoires. Merci Edwige Chevrillon. Merci Marine Le Pen. On vous retrouve dans un instant, Marine Le Pen, avec Anna Cabana, grand reporter au Point, qui nous rejoint. Bonsoir Anna Cabana. Bonsoir Apolline. Merci de nous avoir rejoints. Bonsoir Marine Le Pen. Bonsoir. Alors moi j'ai envie de commencer par des images de vous en 1993. C'était votre première campagne. Vous vous présentiez aux législatives dans le 17e arrondissement de Paris face à Bernard Pons. On vous écoute. Objectivement, 24 ans, c'est une vie assez courte. Mais subjectivement, nous avons été confrontés, en qualité de fille de Jean-Marie Le Pen, à un grand nombre d'obstacles dans notre vie. Et peut-être cela nous a forgé un caractère plus combatif et nous a donné une expérience certaine du sens des choses et de la valeur des choses. Un caractère plus combatif, disiez-vous. Est-ce que vous êtes une guerrière, Marine Le Pen? J'en ai besoin, hein. Excusez-moi, mais le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est pas une promenade de santé de faire de la politique quand on est à la tête du Front National. On n'est pas accueilli avec des roses, on n'est pas invité au pot de départ de la directrice du service politique de l'AFP, par exemple. Hein. Il y a tout le monde, il y a Hollande, Valls, Mélenchon, les Verts, l'UMP, etc. Mais il n'y a pas le Front. Heureusement, vous me direz, parce que pour moi, c'est un honneur de ne pas y être invité. C'est pas un parcours de santé. C'est pour ça que, si vous voulez, quand je vois Marine Le Pen est agressive, Marine Le Pen, elle se défend. Parce qu'on ne cesse de la traiter comme on ne traiterait pas. Oui, dire. Exactement. Mais c'est vrai que nous sommes beaucoup agressés. Nous sommes traités comme ne le sont aucun des responsables. Mais ça devient presque une posture, Marine Le Pen. Mais ça veut dire que vous avez besoin d'une forme de virilité pour résister à tout ça. C'est-à-dire que non, mais vous savez ce que disent certaines femmes politiques. Vous n'allez pas m'emmener chez Conchita, là. Avec, oh non, attendez, non, je vous laisse. Non, je vous laisse tranquille. Non, mais la vraie question, c'est que des femmes politiques racontent qu'au fond, les femmes politiques doivent être des hommes politiques comme les autres. Est-ce que c'est vrai? Non, mais moi, je suis moi-même. Voilà, j'ai toujours été comme ça, toute petite, j'étais comme ça. Je suis effectivement une combattante. Ça veut dire pugnace. Il faut du courage, il faut de la ténacité, il faut de la pugnacité pour défendre la France, alors qu'elle est dans une situation extrêmement compliquée et que, semble-t-il, elle est abandonnée purement et simplement par ses élites. Que, à partir du moment où vous n'êtes pas dans la ligne, eh bien, vous faites canarder à tour de bras, eh bien, voilà. Effectivement, il faut du caractère, mais je crois que la France a besoin aussi de ce caractère. Et tant pis si vous passez pour agressive. Eh bien, tant pis. Moi, écoutez, c'est regrettable, c'est dommage. Mais peut-être qu'un jour, le jour où j'aurai gagné, peut-être on sera aimable avec moi. Moi, j'aimerais qu'on parle un petit peu de Poutine. Alors, j'ai retrouvé les déclarations d'un géopolitologue qui est derrière vous, qui vous conseille sur les dossiers internationaux, qui est votre tête de liste aux européennes en Ile-de-France. Et je parlais d'Aymeric Choprade. Donc, le 13 juin 2013, Aymeric Choprade a lancé devant la Douma l'appel de Moscou contre l'extension des droits des minorités sexuelles. Alors là, je vais le citer. Les patriotes du monde entier tournent en ce moment leur regard vers Moscou. C'est plein d'espoir qu'ils voient la Russie légiférer contre la promotion publique de l'homosexualité, contre le risque d'adoptions internationales d'enfants russes par des couples unisexes et contre l'ingérence d'ONG nihilistes et manipulées par les réseaux américains. Le temps, dit-il, est venu de former autour de la Russie et avec les patriotes de tous les pays l'international de ceux qui aiment leur identité, leur famille et qui refusent que la personne soit réduite à une marchandise. La question très simple, est-ce que vous souscrivez? Est-ce qu'il faut une internationale contre l'extension des droits des minorités sexuelles? Moi, je participe totalement.
du combat que veut mener Aymeric pour la défense de l'identité, pour la défense de nos valeurs, pour la défense des grands principes qui fondent notre civilisation. Je crois que la dernière phrase que vous avez prononcée, je ne vois pas en quoi elle peut être choquante. Mais ça s'inscrit dans cette unité internationale, notamment contre l'extension des droits des minorités sexuelles. Est-ce que vous participez à ce combat? La manière dont vous présentez cela... J'ai juste lu tout simplement l'extension du droit des minorités sexuelles, c'est déjà complètement connoté. C'est comme ça que M. Choprade présente ce texte sur son site internet. Il y a beaucoup de Français qui sont contre le mariage homosexuel. J'en fais partie. On a le droit encore ? On ne va pas être traîné devant je ne sais quel tribunal. Non, on a encore le droit de ça. On a le droit d'être, par exemple, contre. À aucun moment on vous accuse, à aucun moment Anna Cabana vous accuse. Est-ce que vous souscrivez? Elle vous pose la question, c'est tout. Contre l'adoption. Absolument. Parfait. Alors, qu'a-t-il dit de plus que cela? Ah ben, très bien, donc vous souscrivez à ce qu'il a dit. Moi j'ai pas de problème avec ça. Donc toujours, Monsieur Choprade, donc là tout récemment, donc à l'occasion du 2e anniversaire de l'actuel mandat de Poutine, a été interrogé par une agence de presse russe qui s'appelle RIA Novosti et qui a dit que Poutine donc était en train de contribuer au redressement des valeurs traditionnelles et spirituelles de la civilisation chrétienne en Europe, que la Russie est devenue pour les patriotes attachés aux dites valeurs de la civilisation chrétienne un espoir dans toutes les nations d'Europe, que c'est un grand homme et qu'à côté de lui, les dirigeants occidentaux, souvent soumis aux États-Unis, apparaissent comme des nains éphémères dans l'histoire de leur pays. Alors est-ce que c'est vrai qu'à part Poutine, tous les autres sont des nains, Marine Le Pen? Non, ce qui est écoutez, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on ne brille pas honnêtement au niveau diplomatique. C'est vrai que Vladimir Poutine a réussi... Ils sont des nains. Oui, mais on est des nains, puisque c'est nous, y compris visiblement. Oui, vous savez ce que on est nains parce qu'ils sont à genoux. Quand on est à genoux, tout le monde grand, vous voyez ce que je veux dire. Or, nos dirigeants français sont à genoux devant l'ensemble du monde, et particulièrement, il faut bien le dire, devant les Américains. Et il est vrai que Vladimir Poutine a un avantage, c'est qu'il ne se soumet pas au diktat américain. Et moi, je souffre énormément pour mon pays de voir que la France se soumet au diktat américain. Est-ce qu'il vaudrait mieux se soumettre au diktat russe? Quand, par exemple, mais ni l'un ni l'autre, mon Dieu, ni l'un ni l'autre. Et si vous connaissiez vraiment l'ensemble des écrits d'Aymeric Choprade, vous le sauriez. Car s'il y a bien quelqu'un qui est attaché à l'indépendance de la France et à un monde multipolaire dans lequel il y aurait les États-Unis d'un côté, sûrement la Russie de l'autre, la Chine, l'Inde, les puissances émergentes, demain l'Afrique d'ailleurs, et la France qui a son mot à dire, c'est bien Aymeric Choprade. Donc se soumettre à quiconque, jamais. En un an, Marine Le Pen. Accepter que les États-Unis, j'en reviens parce que c'est l'actualité, nous demandent de renoncer à la vente des Mistral à la Russie. Mais de quoi je me mêle? Enfin, je veux dire, est-ce que ça nous viendrait à l'esprit, à nous, d'aller exiger des États-Unis? D'où l'intérêt d'une alliance avec Vladimir Poutine et avec la Russie. Non, mais ça n'a rien à voir, madame. Ça fait très longtemps. Pour le monde multipolaire. Ça fait très longtemps exactement que dans le projet qui est celui du Front National, nous disons quoi? Nous disons qu'il est beaucoup plus logique, d'ailleurs, sur le plan territorial, sur le plan de la civilisation, de créer des liens économiques, des liens stratégiques avec la Russie, qui est un grand pays, qui peut, à mon avis, être un partenaire économique, un partenaire stratégique pour la France, et que l'on ne comprend pas. Mais ça, il faut bien le dire, nous ne sommes pas les seuls à le dire. Je l'ai entendu, même de la part de dirigeants, quelques-uns, pas beaucoup, mais de l'UMP ou du PS. Ça n'a aucun sens que de faire la guerre à la Russie comme nous le faisons, même si c'est une guerre froide depuis des années. Et bien souvent, ceux qui le font sur ordre des États-Unis. Vous dites donc qu'on est en guerre froide, Marine Le Pen? Les États-Unis défendent leurs propres intérêts. Regardez ce qui s'est passé avec Peugeot, c'était intéressant quand même. Peugeot, General Motors est entré au capital de Peugeot à hauteur de 7%. Ils ont immédiatement imposé à Peugeot de renoncer au marché iranien, qui était le deuxième marché de Peugeot, entraînant les graves difficultés financières de PSA. Et puis maintenant, qu'est-ce qui se passe? Maintenant qu'ils nous ont virés de l'Iran, l'ensemble des entreprises américaines sont en Iran pour faire des affaires. Alors, il faut que nous retrouvions notre liberté et surtout la conscience de défendre en toutes circonstances l'intérêt et la liberté de Et Vladimir Poutine peut nous y aider. Merci. Marine Le Pen, on vous retrouve dans un instant. On fait une page de publicité. À tout de suite.
Retour dans BFM Politique avec mon invité Marine Le Pen. On est encore ensemble pendant 1 heure. Je vais d'abord vous interroger sur l'actualité, notamment l'actualité de la semaine. C'est ensuite Geoffroy Didier qui viendra débattre avec vous. Geoffroy Didier de la droite forte qui est candidat aux européennes. Et puis c'est Véronique Jacquier d'RMC qui nous regarde depuis le début de cette émission et qui viendra pour l'after RMC, qu'on aille encore un peu plus loin. Vous avez reproché, Marine Le Pen, à Christiane Taubira de ne pas chanter la Marseillaise hier lors des cérémonies de commémoration de l'esclavage. Je voudrais qu'on réécoute cette séquence. Le jour de gloire est arrivé. On voit qu'effectivement, Manuel Valls, Anne Hidalgo chantent la Marseillaise et qu'ostensiblement, Christiane Taubira se tait. Simplement, elle répond aujourd'hui qu'elle a préféré ne pas couvrir la voix du soliste. Est-ce que ça vous convainc? Je vois votre public qui rit derrière. Oui, elle a surtout d'un karaoké d'estrade en parlant de notre chant national, et elle a parlé de l'exhibitionnisme pseudo-patriotique. Je trouve ça scandaleux. C'est l'expression d'un mépris à l'égard du peuple qui ne m'étonne pas de la part de Madame Taubira. Ce que je voudrais dire à Monsieur Valls, puisqu'il va aux 20h ce soir pour la 3e fois, je crois, en l'espace de 3 semaines ou de 5 semaines. C'est pas le rôle d'un Premier ministre de s'exprimer. C'est qu'il doit annoncer qu'il démet Madame Taubira de ses fonctions, car cette femme ne peut pas être, avec les propos qu'elle a tenus, ne peut pas être garde des Sceaux. Ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible pour les Français. Ça n'est pas possible au regard de l'histoire de la France, au regard de tous ceux qui sont morts pour la liberté en chantant cet hymne national. Ça n'est pas un exhibitionnisme pseudo-patriotique. Elle écoute le chant non, de la elle ne Marseillaise. le respecte pas, madame. Pour une raison simple, d'ailleurs, c'est qu'il faut savoir d'où vient Madame Taubira. Madame Taubira est une indépendantiste. Elle a lutté pendant toute sa vie contre la France pour en faire sortir la Guyane. La Guyane soit indépendante. Par conséquent, on comprend bien qu'elle ne ressente pas patriotique auquel les Français sont tellement attachés. Mais en faisant cela, elle humilie non seulement l'histoire de notre pays, mais elle humilie le peuple français. Ce que vous lui reprochez donc, c'est son parcours, c'est pas seulement cette séquence hier sur la Marseillaise. Exhibitionnisme pseudo-patriotique, ça vous choque pas, vous, ce propos-là? C'est des propos qui ont été rapportés. Non, elle vous les a pas dit, madame. À vous. C'est son blog, c'est écrit sur son blog. Donc elle essaye de se justifier de quelque chose qui paraît évident a posteriori, mais en disant des choses encore pires sur son blog que le simple fait qu'elle refuse de chanter la Marseillaise. Donc vous estimez qu'elle doit démissionner? Ce qui est déjà insupportable. Vous estimez qu'elle doit démissionner? Tout à l'heure, vous parliez avec... Non, je pense que M. Valls doit la congédier, pas qu'elle doit démissionner. D'accord. Donc c'est à Manuel Valls, lui, de la renvoyer. Oui. On va voir, donc aux 20h, vous lui dites, puisque vous lancez cet appel, effectivement, par respect ce pour soir. La France et les Français, oui. Marine Le Pen, vous parliez tout à l'heure de Vladimir Poutine avec Anna Kobana, vous étiez visiblement resté sur... le 6 juin, il y aura les cérémonies à la mémoire du débarquement en Normandie. François Hollande a-t-il raison de maintenir son invitation pour Vladimir Poutine? Enfin, bien sûr que oui. Enfin, écoutez, la Russie a lutté contre le nazisme. Certains historiens vous diront d'ailleurs que si la Russie à l'époque n'avait pas mené cette bataille, on ne sait pas si nous l'aurions gagnée. Bon, je crois que le temps des commémorations, c'est le temps des commémorations. Et la lutte contre et la victoire contre le nazisme mérite justement, puisqu'on ne cesse de parler de paix, eh bien voilà justement la démonstration qui peut être faite que les nations entre elles sont dans une situation pacifique, volontairement pacifique, et se souviennent ensemble des totalitarismes qu'elles ont combattus. Un mot de sport, le PSG qui est champion de France, qu'est-ce que vous dites? Bravo? Non, pas du tout, non. Non, pas du tout. Excusez-moi, mais je pense Vous parliez tout à l'heure du Qatar. Non, mais je pense que c'est le règne du fric. Moi, je veux dire, à acheter les meilleurs joueurs de la planète et après venir dire « Ah, regardez comme on est fort », pour moi, c'est tout ce que je ne supporte pas. Donc, voilà, non, pas bravo, non. Il y a un débat qui monte, à droite comme à gauche, à l'UMP comme au Parti Socialiste. Vous voyez, hein, c'était une victoire en plus qui n'était pas très glorieuse. Sur les primaires, à droite comme à gauche, à l'UMP comme au PS, on envisage des primaires et certains, même à gauche, disent, même François Hollande, il faudrait qu'il se soumettent peut-être à des primaires. Est-ce que vous soumettrez à des primaires pour 2017? Mais pas du tout, enfin. D'ailleurs, ils vous l'ont expliqué, hein, ils ont fini par l'expliquer. C'est M. Gégaud qui l'a expliqué, pourquoi il y avait des primaires. C'est exactement contraire à la Ve République, les primaires. Mais en réalité, ils veulent mettre en place des primaires parce qu'ils n'ont qu'une peur, c'est que la candidate
patriotes soient au second tour. Et ils savent que s'ils y vont séparément, donc le candidat de l'UDI, le candidat du MoDem, le candidat de l'UMP, eh bien, effectivement, ils risquent d'être derrière la candidate patriote. Ça, c'est patriote. ce qu'eux disent, Marine Le Pen. Oui, mais c'est pour ça qu'ils font des primaires. Donc, c'est pas parce que par amour de la démocratie, madame, c'est pour défendre leurs propres intérêts, pour que le système se maintienne en place et qu'il y ait, au second tour, le PS. C'est-à-dire à peu près la même chose, faut bien le dire, et que donc il y ait un faux choix. Marine Le Pen, vous dites notamment de l'Europe qu'elle n'écoute pas la voix du peuple. Et ça vous choque pas que le Front National n'écoute pas ses militants à un moment ou à un autre pour leur donner la voix sur ce choix fondamental qui est le choix du candidat à l'élection présidentielle? Non, mais nos électeurs se sont prononcés, madame, car quand je me suis présentée à la tête du Front National, j'ai dit très clairement que le futur président du Front National serait le candidat à l'élection présidentielle. Bon. Donc fermez le banc. Donc les choses sont très claires. S'il n'avait pas voulu de moi comme candidat à l'élection présidentielle, du président. C'est donc un package. Figurez-vous, il y a un congrès au mois de novembre prochain. Et vous reposerez la question, c'est une forme de primaire. Il y aura des candidats et très clairement, le chef du parti doit être le candidat à la présidentielle. Ça paraît être une évidence, en tout cas en cause. Et encore une fois, l'idée de primaire auquel vous êtes le dernier parti, un des derniers partis de France à ne pas avoir de primaire, à ne pas donner la parole à ses militants. L'UMP est fasciné par la gauche. C'est ce qui est en train de la tuer d'ailleurs. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Ah mais c'est la fascination. Dès que le PS fait quelque chose, l'UMP se précipite à plat ventre pour faire exactement la même chose. Parce qu'ils ont le sentiment, je ne sais pas, que ça les fait passer pour des démocrates. Enfin bon, bref. Moyennant quoi, ils vont se retrouver dans une situation la prochaine fois où très probablement ils zapperont la primaire qu'un certain nombre de personnes, à mon sens, ne voudront pas y participer. Marine Le Pen, un mot sur la réforme territoriale. Vous serez reçue vendredi à l'Élysée par François Hollande en tant que chef de parti. Qu'est-ce que vous allez lui dire sur cette réforme territoriale? D'abord, je vais lui dire que ça pouvait peut-être attendre 10 jours. Parce qu'il y a quand même une sacrée contradiction à expliquer que l'enjeu européen est fondamental et en même temps de lancer un débat qui n'était pas quand même extrêmement urgent et organiser des consultations pour créer un débat de diversion. Car pendant il fait de la diversion, pendant toute la semaine prochaine, on va parler de ce qu'a dit Marine Le Pen en sortant de l'Élysée, de ce qu'a dit Jean-François Copé, la réforme territoriale. Ça ne pouvait pas attendre 10 jours. Et on sera pas le bon timing à quelques jours de l'élection européenne. Bon, je crois que nous sommes là clairement confronté à un débat de diversion, car le président de la République voit arriver la déculottée électorale et il veut absolument éviter que l'on parle des sujets qui touchent à la vie quotidienne des Français et à la mise en cause d'une structure européenne dont ils portent avec l'UMP la co-responsabilité puisqu'ils ont l'UMP et le PS ont Marine Le Pen, ça c'est le problème du timing. Européenne. Sur le fond, malgré tout, est-ce que vous êtes favorable, oui ou non, à cette réforme territoriale? Je suis... Non, pas du tout. Non. Pas du tout. Non, parce que moi, je vais vous dire ce que me sépare du système, permettez-moi de reprendre cette expression. Donc maintenir les régions telles qu'elles sont c'est que tout et le les départements tels qu'ils sont? Pour une organisation, communauté d'agglomération, région Europe. Or moi, je suis pour les communes, le département et la nation. Vous voyez, donc on est complètement en désaccord. Donc on supprime les régions par contre. Alors, si je vous écoute, il y a un échelon qui a disparu. Les régions doivent être uniquement un espace où des élus territoriaux des départements puissent se réunir de temps en temps pour évoquer les sujets qui touchent à la coordination des politiques des différents départements. Et là, on ferait des économies. Parce que la réalité, c'est qu'ils vont fabriquer des baronnies, des nouvelles féodalités. En général, vous pouvez doubler tout de suite le nombre de fonctionnaires. C'est ce qui s'est passé avec les communautés d'agglomération. Il y a 200 000 fonctionnaires territoriaux qui sont des doublons avec les communes. Voilà. Plus ils font des échelons, et plus ils nous expliquent que ça va faire des économies, et plus ça coûte aux Français, et moins ça fonctionne. Donc très clairement, les responsabilités des communes, ça doit être tout ce qui touche tout ce qui touche à la proximité. Les départements gèrent les collèges, on ne voit pas pourquoi les départements ne géreraient pas les lycées, et tout ce qui touche à l'organisation stratégique du pays doit revenir à l'État. Je pense d'ailleurs que le transfert des transports a été une erreur majeure. Ne pas en parler tout de suite, mais cela dit, vous trouvez que sur le fond, il faudrait qu'il y ait une réforme territoriale assez rapidement? Mais sous cette forme-là, sous la forme que vous proposez, c'est-à-dire des élus territoriaux élus à la proportionnelle intégrale dans les départements, et les premiers de liste, un peu comme la loi PLM, les premiers de liste seraient également conseillers régionaux, vocation à se réunir, mais ce seraient les mêmes élus. Et donc là, il y aurait effectivement une vraie rupture et une vraie source d'économie. Sur les européennes, vous redoutez l'abstention? Bien sûr, je la redoute. Je la redoute d'autant que j'ai remarqué
promotion. Hein. J'ai entendu votre responsable du service politique, M. Thierry Arnaud, expliquer qu'il y avait quand même une espèce de contradiction entre le fait de contester l'Union européenne pour les listes de Marine Le Pen. Non, mais attendez. Vous tirez un peu la ficelle. Non, mais je vous le dis. Il pointe une contradiction. Non, mais il n'y a pas de contradiction là. Où y a-t-il une contradiction? Car si vous considérez qu'il y a une contradiction, alors il ne faut pas que les socialistes présentent des candidats. Il ne faut pas que les socialistes... Marine Le Pen, à aucun moment, Thierry Arnaud n'a appelé à l'abstention aux élections européennes. Je crois qu'il faut quand même que les choses soient très claires. Quand vous dites à tous les eurosceptiques de notre pays, excusez-moi, je pense qu'ils sont majoritaires, je vous le dis clairement, les eurosceptiques. Quand vous dites aux eurosceptiques de notre pays, il y a une contradiction à aller voter aux élections européennes, il y a clairement un signal qui consiste à dire aux gens qu'il faut qu'ils s'abstiennent. C'est une stratégie de votre part. Là, vous êtes en train de pointer du doigt Thierry. Alors c'était moi, excusez-moi, il faut que chacun assume mes études. Il faut que chacun assume ses responsabilités, madame. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est une stratégie, c'est rodé chez vous. Non mais pardon, madame, chacun doit assumer la responsabilité de ses propos. Oui ou non? Bon. Bien sûr, mais là franchement, vous-même, vous refusez qu'on caricature vos propos. À juste titre, vous avez parfaitement raison. Il ne faut pas caricaturer vos propos. Ce qu'a dit Thierry Arnaud, ce n'est pas un appel à l'abstention. Je voudrais juste que les choses soient très claires. Madame, cet appel, cette soi-disant incohérence qu'évoquait M. Arnaud est clairement un appel à l'abstention à l'égard des eurosceptiques. Alors moi, qu'est-ce que je viens leur dire? Ce n'est pas un appel à l'abstention, Marine Le Pen. Au contraire, faites exactement l'inverse de ce que le système veut vous faire faire. Surtout ne vous abstenez pas. Allez voter. Vous êtes contre l'Union européenne, allez le dire. Vous allez voter non à l'Union européenne. Et si vous voulez voter non à l'Union européenne, non à cette construction, non à cette entité supranationale qui vous bouleverse, qui dilue notre identité, qui effondre notre économie, qui tue notre système de protection sociale, alors il faut voter pour les listes de Marine Le Pen, le système, c'est aussi vous? Non, madame. Vous êtes notamment financé, votre parti, par l'État. Vos comptes sont vérifiés par l'État. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où, quand vous dites depuis le système, vous êtes invité sur les plateaux télé, vous êtes là ce soir. Est financé par mes électeurs. À aucun moment, vos campagnes électorales ne sont remboursées. Mais c'est normal, madame, car voilà, nous avons des parce électeurs. Que vous faites partie des partis reconnus. Mais vous vous trompez, madame. Vous ne savez pas ce que c'est que le système. Le système, ça n'est pas cela. Le système, c'est de défendre des intérêts qui sont contraires aux intérêts du peuple. Le système, c'est ceux qui vont dîner au siècle ensemble. Vous savez, c'est 700 types, journalistes, politiques, responsables du CAC 40, qui mangent ensemble de manière opaque. Depuis tout à l'heure, vous dites c'est ceux qui sont invités dans les plateaux de télévision. Je voudrais juste pointer une contradiction. Effectivement, moi j'estime que c'est important de vous recevoir et que vous soyez là ce soir. Français, il existe dans notre pays une petite élite, c'est à peu près 700 personnes, ils se réunissent régulièrement entre eux, personne n'a le droit de venir enregistrer, personne n'a le droit de venir avec une caméra, vous ne saurez jamais ce qu'ils se disent entre eux, ils organisent ce soir vous avez la parole en tout cas, Marine Le Pen. Notre pays et ils font une politique qui va à l'inverse de vos intérêts. Et c'est la raison pour laquelle il faut reprendre la maîtrise de son destin. Si vous ne vous défendez pas, personne aujourd'hui dans la classe politique ne le fera. Je pense que les Français vous ont entendu. Merci Marine Le Pen. C'est l'heure du face-à-face. On accueille Geoffroy Didier à l'instant. Merci Geoffroy d'arriver sur ce plateau. Bonsoir Geoffroy Didier, c'est un débat sur la question européenne. Je voudrais simplement repréciser les choses. J'avais d'abord fait signe à un certain nombre de responsables de gauche pour venir débattre avec vous, Marine Le Pen. J'ai été jusqu'à proposer à une trentaine de responsables du Parti socialiste et du gouvernement. Tous ont décliné pour une raison ou pour une autre, parce qu'ils ne pouvaient pas ou parce qu'ils ne voulaient pas. Vous avez fini. Vous avez peut-être piscine, vous êtes méchant. Vous avez fini par reproposer à Jean-Christophe Cambadélis, premier secrétaire du Parti socialiste, qui a finalement dit qu'il pourrait à un moment ou à un autre débattre avec vous, mais que ce soir il ne pouvait pas. Je tiens simplement à préciser que lorsque moi-même je lui ai proposé à Jean-Christophe Cambadélis, il était disponible, mais il ne souhaitait pas venir débattre avec vous. Face à tous ces refus, vous, Geoffroy Didier, vous avez proposé spontanément de venir faire face à Marine Le Pen. C'est un pari relativement audacieux. Vous incarnez la nouvelle génération politique. On va voir. Vous êtes candidat aux européennes et vous êtes responsable de la droite forte. C'est un mouvement à la droite de l'UMP qui flirte, a-t-on dit souvent, avec les idées du Front National. Bah justement, chiche, voyons, vous précisez, a-t-on dit souvent. Voyons, justement, vous êtes face à face. Voyons concrètement ce qui vous différencie. Vous allez parler d'Europe et Geoffroy Didier parler notamment des électeurs. Oui, madame, je voulais vous dire que vos électeurs, je les respecte. Je les respecte parce que ce sont des Français qui souffrent du chômage, du communautarisme, de l'insécurité, du sentiment de déclassement. Et je suis un patriote.
Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, je me présente aux élections européennes. Parce que mon objectif n'est pas d'être une petite parcelle du Parlement européen lointain, mais d'être un député français qui ira à Bruxelles, à Strasbourg, dans toutes les capitales européennes, dans toutes les villes de France, défendre les intérêts de la France en Europe. Mais si je respecte vos électeurs, vous, en revanche, vous ne les respectez pas. Parce que ça fait 10 ans que vous êtes élu au Parlement européen. Et j'ai ici un classement sur l'assiduité, c'est-à-dire sur l'absentéisme dont vous faites preuve. Et alors sur ce classement, sur les 74 députés européens que compte la France, vous êtes classé 70e. Et Jean-Marie Le Pen est classé 71e. Alors, vous avez un lot de consolation, ne vous inquiétez pas, vous avez pire que vous, c'est Harlem Désir, qui est classé 73e et qui d'ailleurs pour cela a sans doute été promu ministre des Affaires européennes. Donc vous ne respectez pas vos électeurs. Voilà un point sur lequel visiblement vous serez d'accord. Et puis surtout, je suis allé voir combien tout cela coûte à la collectivité. Parce que ça fait 10 ans que vous êtes européen. Ça fait 30 ans que Jean-Marie Le Pen est parlementaire européen. Et pour ces emplois qui, vu votre absentéisme, sont quasiment des emplois fictifs, ça coûte cher. Et si je prends le site du Parlement européen, votre indemnité totale est de 152 000 € par an comme parlementaire européenne. Vous êtes élu depuis 10 ans, Monsieur Le Pen est élu depuis 30 ans, ce qui fait au total, et je le montre à la caméra, 6 millions d'euros. 6 millions d'euros que vous avez coûté à la collectivité. Alors j'ai une question pour vous. J'ai une question toute simple. Sérieusement. Qu'avez-vous fait de ces 6 millions d'euros? J'imagine que refaire la toiture du château de Montretout que vous habitez a dû vous coûter bien cher. Mais j'ai une question qui est très simple. Non mais monsieur. C'est que alors que vous prétendez légitime Geoffroy Didier, attendez, je termine. Vous êtes en train de nous dire que vous êtes la nouvelle génération de l'UMP. C'est un débat républicain, vous m'écoutez et je vous écouterai. Alors que vous prétendez être légitime aux yeux de tous, vous ne respectez même pas ceux qui vous ont fait confiance pour exercer un mandat au nom de la France. Marine Le Pen. Alors, je vais vous dire, Geoffroy Didier, si c'est ça l'avenir de l'UMP, alors le Front National a de beaux jours devant lui, figurez-vous. C'est ça le respect des électeurs. Parce que, je veux vous dire, ce pauvre argument pitoyable de surveillant, vous avez été surveillant au lycée, non? Moi, je veux dire, je regarde. Pas que les Français vous élisent pour exercer un mandat, effectivement. Non, mais vous n'êtes pas je les suis Français. Français comme vous. Non, mais vous n'êtes pas les Français. Les Français, mes électeurs, ils ont confiance en moi. Parce qu'ils me voient depuis 10 ans me battre tous les jours que Dieu fait. Vous entendez, tous les jours, pour défendre les intérêts de la France. Je suis toujours où les Français ont besoin de moi. Et si c'est au Parlement, c'est au Parlement. Et si le jour où il y a session au Parlement, c'est à Paris pour les défendre, je suis à Paris pour les défendre. Croyez-moi, ils me trouvent exactement à l'endroit où je dois être. Alors oui, effectivement, j'ai été moins présente que d'autres députés, bien assis à côté du radiateur, à écouter, se déconstruire la France au Parlement européen. Donc en fait, être parlementaire européen, dans les faits, c'est être assis à côté du radiateur, si j'ai le choix, je préfère être en France, défendre la France contre l'Union européenne, plutôt que d'être au Parlement européen, en train de déconstruire la France. Vous ne siégerez pas, Marine Le Pen? Mais bien sûr que je vais siéger, mais je siège, mais vous dites madame. peu, visiblement. Non, mais écoutez, je siège. Vous contestez ces chiffres, madame Le Pen? Oui, je le conteste formellement, monsieur, formellement, d'accord? Donc les internautes j'ai été absente 8 sessions sur 70 en 5 ans, dont 4 pendant l'élection présidentielle. Pardonnez-moi, et une pour des raisons médicales, pardonnez-moi encore. Donc j'ai toujours été là où je devais être. Grâce à moi, c'est le débat de l'Union européenne qui a été lancé en France. Car on vous a peu entendu sur l'Union européenne pendant la campagne présidentielle. Vous étiez trop occupé à calquer les propositions du Front National pour ne surtout jamais les mettre en œuvre, monsieur. Alors... Bon, par conséquent, croyez-moi, la confiance... Ils ont raison de la faire. Non, ils ont tort, car madame. Moi, je continuerai à défendre la France partout où je le peux. Et vous ne méritez pas vos électeurs, et surtout, madame. Ne me donnez... Non, mais d'accord. Et je vais vous le prouver. Oui, bien sûr, vous les méritez. Je vais vous le prouver. Je vais vous le prouver. Parce que... Alors, regardons les votes et regardons quand même le décalage qui existe entre vos hurlements, mais les hurlements n'ont jamais fait une vérité. Les arguments et puis, de la Massour. les votes concrets. Les votes concrets. Bah d'accord, allez. Mon argument, madame. Oui. Mon argument. Oui. Je prends quelques exemples. Oui. Preuve de votre cynisme. Oui. Rapport sur la lutte contre la fraude fiscale, l'évasion fiscale et les paradis fiscaux. Ce n'est quand même pas rien, j'imagine. Mai 2013, Jean-Marie Le Pen absent. Bruno Gollnisch absent. Marine Le Pen
absente. Résolution sur la meilleure protection des travailleurs détachés. C'est un sujet qui vous importe, oui, madame. Mais ce que vous dites est Marine faux. Le Pen, abstention. Non, mais, Avril monsieur, 2014, ça se vérifie sur le site du Parlement. Monsieur, Je vous continue, allez me madame. permettre de répondre quand même. Mais vous répondrez après. Résolution... Comme monsieur Lamassoure. Oui. Parce que c'est ses fiches. Vérifiera. Je la connais, c'était les mêmes, d'ailleurs, Résolution sur la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures. Ça vous intéresse, ça, madame Le Pen? Eh bien, vous étiez absente. Et c'était en juin 2013. Vous ne savez pas ce qu'il y Et avait je dedans, termine, monsieur. madame. Vous ne savez pas ce qu'il y avait Résolution dedans. pour lutter contre la criminalité organisée, la corruption et le blanchiment d'argent. Marine Le Pen, abstention, c'était en octobre 2013. Mais monsieur, vous ne savez savez, pas, madame, non, mais ça ne monsieur, sert à rien de non, voter monsieur, ne contre. prenez pas ceux qui nous écoutent pour des idiots. Ah non, la vous réalité, savez, c'est que vous ne je savez, les prends vous ne absolument savez pas pour des idiots, vous ne savez contrairement à pas vous. absolument pas ce qu'il y avait dans ces rapports. Rien du tout. Vous n'en savez strictement rien. Car bien souvent, je vais le dire d'ailleurs à ceux qui nous regardent, bien souvent, le titre du rapport n'est pas du tout ce qu'il y a à l'intérieur. Par exemple, quand on vous dit « Ah, il y a un rapport pour lutter contre l'immigration », vous vous apercevez que dans le rapport, il y a d'exiger des États que justement ils mettent en place l'accueil des populations immigrées. Eh bien contre ça, monsieur, oui je vote contre, voyez-vous. Dans le cas de la directive détachement des travailleurs, très intéressant, c'est un mensonge qui est diffusé par monsieur Lamassoure. Et vous savez, quand on essaye de lutter contre quelqu'un avec des arguments déloyaux, eh bien ça se retourne contre vous, monsieur. Car vous ne savez pas ce qu'il y avait dans ce texte. Dans ce texte, la directive détachement des travailleurs, elle existe depuis 1996. D'ailleurs, elle est en œuvre. On le voit bien. Il y a 500 000 travailleurs détachés grâce à vous, monsieur. Grâce à votre mouvement. Mais il y a aussi car beaucoup vous avez de Français soutenu... qui sont non, détachés monsieur, car vous avez... à l'extérieur de la France. Laissez-moi terminer. Vous avez il y a parlé... plus de Français vous avez qui sont parlé... détachés à l'extérieur de la France que d'étrangers qui sont détachés en France. Vous pouvez me laisser Donc parler cette directive maintenant, nous ou vous avez profite, peur madame. de la réalité? Ah non, je n'ai absolument la pas peur de la réalité, c'est que réalité. vous avez soutenu cette directive détachement des travailleurs. Et en avril, on est venu dire aux Français, ah ben vous avez vu, on va faire un effort, alors oui, on va un peu aggraver les contrôles sur les entreprises qui font appel à des sous-traitants. Et si j'avais voté contre cela, vous voyez bien que vous ne défendez pas les ouvriers, Madame Le Pen. C'est pas suffisant, quoi. Évidemment, vous voyez bien que vous ne défendez pas les ouvriers puisque vous avez voté contre le renforcement des contrôles. Je me suis abstenu volontairement et j'ai expliqué dans une explication de vote, Geoffroy Didier, la raison pour laquelle je m'abstenais. Parce que ce texte de la directive détachement, il est bon à jeter. Les téléspectateurs pourront regarder. Mais la toute petite amélioration qui était mise en œuvre me paraissait... C'est toujours bon à prendre et par conséquent, quand un texte est mauvais, mais qu'un amendement va plutôt dans le bon sens, eh bien, on s'abstient. Ça s'appelle faire de la politique, monsieur. Voyez-vous. Alors, vos petits arguments de caniveau... que vous exercez. Non, vos petits arguments de caniveau, c'est que monsieur Geoffroy Didier, vous pouvez les remballer. Vous n'avez même pas cru bon de présenter une candidature à la présidence de la Commission européenne. Mais bien sûr que non, je veux alors sa que depuis le traité de Lisbonne, négocié grâce à Nicolas Sarkozy, il y a plus de démocratie. Et le président de la Commission, pour la première fois, ne sera pas un fonctionnaire, mais un politique choisi par la majorité du Parlement européen, que les Français, notamment, éliront le 25 mai. Même ça, vous n'avez pas de candidat à présenter. Mais bien sûr que non. C'est qu'au fond, vous méprisez les Français qui vous font confiance. Et vous méprisez le mandat pour lequel vous devez exercer au Parlement européen les intérêts de la France. Je dénie toute crédibilité et légitimité à cette commission. Vous entendez ça? Moi, je suis le défenseur de l'Europe des nations, Geoffroy Didier. Moi aussi, madame. Vous m'avez reconnu. Moi aussi, vous n'avez pas le monopole de l'Europe des nations. De la Commission vous européenne. n'avez pas le monopole de l'Europe des nations. Je suis un patriote et je défends l'Europe des nations. La courtoisie française, monsieur. Souvenez-vous de ça. Je vous écoute. Voilà. Je ne suis pas le défenseur de l'Union européenne, de cette commission de technocrates non élus qui font tant de mal aux Français. Je considère qu'elle n'a aucune légitimité et que ceux qui justement présentent des candidats pour être à la tête de cette structure, qui est exactement le sens de l'Europe fédérale, c'est-à-dire l'Europe qui pompe la souveraineté aux États-nations, eh bien sont les complices de ces technocrates. Vous avez un candidat, Monsieur Juncker, vous pourriez peut-être l'envoyer le 22 mai d'ailleurs au débat, puisque manifestement il y aura que des étrangers autour de la table, et il n'y aura qu'une Française pour défendre les intérêts de la France. Bon, alors c'est vous qui êtes contradictoire. Vous ne pouvez pas être pour l'État-nation et en même temps défendre cette commission, ces commissaires européens élus par personne, qui font un mal fou à tout le monde, qui font du mal à nos pêcheurs, qui font du mal à nos industries, qui font du mal à nos valeurs françaises. Non, monsieur, ce n'est pas du bavardage. Non, la commissaire à la pêche, monsieur, est en train de détruire la pêche française. Ça, c'est pas du bavardage. Et vous savez ce qu'on lui a fait à cette commissaire à la pêche qui a détruit la pêche française, qui fait souffrir les marins pêcheurs français? On lui a remis le mérite maritime. Vous rendez-vous compte de ce scandale absolu? Avez-vous dit quelque chose? Ben non, ce sont vos maîtres. Les commissaires européens, vous voulez les diriger? Vous disiez il y a quelques instants
que vous méprisiez ceux qui ne sont pas élus. Vous êtes élus, faites au moins votre travail. C'est tout ce que les Français vous demandent. C'est le seul argument que vous avez pour défendre l'Union européenne? C'est le seul argument que vous avez? Allons sur le fond. Je parlais du respect des électeurs, mais j'estime quand même que les Français méritent le respect. Monsieur, excusez-moi. Parlons effectivement, avançons dans le débat, madame. Non, mais laissez-moi Parlons par exemple de l'euro. Vous n'avez pas, monsieur, de leçons de respect des électeurs à me donner. Eh bien, je viens de vous en donner une, madame. Je suis désolé. Votre formation politique, en 2008, alors que les Français avaient dit non à 55% à la Constitution européenne, votre mouvement politique a commis un acte de haute trahison en imposant ce traité constitutionnel aux Français qui n'en voulaient pas. Alors ne me parlez pas... Ce ne sont pas les grands mots qu'il faut une vérité, vous savez. Non, mais c'est pas des mots, ça c'est du concret. Oui. Ne me parlez pas de respect des électeurs, car vous avez violé la volonté du peuple français. Les classements et votre absentéisme démontrent à quel point vos électeurs, vous ne les respectez pas. J'imagine que ça vous gêne. Non, mais ça ne me gêne pas du tout, je vous ai répondu. Parlez, vous n'avez pas d'autres arguments? S'il vous plaît, de l'euro. Non, de l'immigration, on va parler. Non. Qu'est-ce que vous avez fait contre Schengen quand vous étiez au pouvoir? Parlons de l'euro. Qu'avez-vous fait Parlons de l'euro. Je vous promets, madame, qu'après on parle de l'immigration. Un mot sur l'euro et un mot sur l'immigration. Nous avons parlé de l'euro pendant 10 minutes, en matière économique, vous n'êtes pas crédible. Et vous n'êtes pas responsable. C'est vrai que vous avez très bon résultat. Et je vais vous dire une chose. Vous mentez aux Français. Vous mentez aux Français. De l'UMP. Vous nous dites, laissez-moi parler. Vous nous dites, mais il suffit de se débarrasser de l'euro et tout ira mieux. Non. Si. Non, il faut faire du patriotisme économique, du protectionnisme intelligent. Il faut donner un avantage. Économique, nous sommes tous d'accord. Ah, vous êtes d'accord. Vous croyez avoir le monopole du patriotisme? Mais vous l'avez fait quand? Détrompez-vous. Mais quand l'avez-vous? Alors, vous mentez aux Français parce qu'en 1993, nous n'avions pas l'euro. Nous étions au franc. Et malgré cela, nous avons vécu une récession incroyable. Et une récession en Europe. Et du fait même du désordre entre les monnaies nationales. N'importe quoi. Vous mentez aux Français parce qu'en 2008, nous avions l'euro et nous avons vécu une crise économique. Faites-moi au moins semblant de m'écouter. Oui. Nous avons vécu une crise économique, mais pas une crise économique du fait de l'euro ou du fait de l'Europe. Cette crise économique, elle nous est venue des États-Unis et heureusement que nous avons eu l'euro comme amortisseur de choc. Parce que si nous n'avions pas eu l'euro, madame, en 2008, eh bien nous aurions perdu nos économies et la Grèce serait aujourd'hui en faillite. Vous mentez aux Français parce qu'il y a des pays qui ont l'euro et qui s'en sortent très bien, avec un excédent commercial de 200 milliards d'euros. Oui, c'est ce qui nous tue, madame, monsieur Geoffroy Didier. Avec un chômage qui est bien inférieur au nôtre, avec un chômage des jeunes qui est 3 fois inférieur au nôtre. Et vous êtes mentez aux un Français. ultralibéral. Pas du tout, mais vous commencez avec les grands mots, madame. C'est quand vous n'avez pas d'argument mesuré que vous passez à l'extrême. Soyez courtois. C'est pas un débat, ça. Laissez-moi vous répondre. Vous êtes soumis au modèle allemand. En chaque circonstance, vous considérez que le modèle allemand est le bon modèle et qu'il faut s'y soumettre. La réalité, c'est que le modèle allemand, c'est un modèle ultralibéral qui Est-ce que je vous ai parlé du modèle allemand? Est-ce que vous pourriez me laisser terminer une phrase? Vous êtes si agacé que cela? Marine Le Pen, terminez votre phrase et qu'on puisse parler un peu d'immigration. C'est vous qui paraissez agacé, madame. À ce point, un peu d'assurance que vous ne soyez pas capable de me laisser terminer une seule phrase. Allez-y. Bon, vous êtes un ultra-libéral. C'est faux. Vous considérez que, d'ailleurs, la politique d'austérité mise en œuvre par le gouvernement socialiste n'est pas suffisante. Eux, ils veulent faire 50 milliards, vous 130 milliards. Dans votre projet, il y a la TVA à 24%. Vous êtes à plat ventre devant le modèle allemand qui a fait baisser de 15% les salaires, qui met en place l'euro-job, le job à 1 euro de l'heure. 1 euro, d'accord? Et ça, vous trouvez que c'est le modèle de progrès économique? Eh bien moi, je voyons votre modèle à vous. Il vous reste tous les 2 minutes, vous vouliez parler d'immigration, Marine Le Pen. Alors moi, quand on me dit que mon proposition n'est pas crédible et que je vois que lors des 10 dernières années, ils ont quand même réussi à l'UMP à faire augmenter de 6 la dette, de faire 30 milliards et de baisser de 3 points les déficits publics. Monsieur, s'il vous plaît. J'ai le droit aussi de m'exprimer un petit peu. Non, mais vous ne pouvez pas me laisser terminer une phrase. Ça va, on a compris ça. Que cela. Sur 30 milliards de taxes supplémentaires, augmentation du forfait hospitalier, déremboursement des médicaments, vos fiches, gel des barèmes de l'impôt sur le revenu. Oui, parce qu'il y a tellement d'erreurs que vous avez commises que, excusez-moi, j'ai besoin quand même d'en avoir. 12 500 policiers et gendarmes en moins. Et on vient me donner des leçons de compétences économiques. Mais monsieur, vous avez contribué avec votre mouvement à faire de la France un pays au bord de la faillite. Monsieur Fillon l'a même admis d'ailleurs. Ça a été une catastrophe. C'est vrai que si nous quittions l'euro, oui, effectivement, nous risquerions d'être en faillite. Et chacun des Français, pas seulement l'État français. Des Français. Vous défendez la directive détachement des travailleurs. Vous n'avez jamais rien fait contre Schengen pour limiter l'immigration, alors que vous avez été 10 ans au pouvoir.
Oui. Vous auriez pu faire baisser le nombre d'immigrés. Vous nous le dites à chaque vous fois, en madame. avez fait plus que sous Lionel Jospin. Vous nous le dites à chaque fois. Oui, mais je suis obligée. Parlons d'immigration, effectivement. Ce sont les faits. C'est la fin de ce face-à-face. Nous avons à l'UMP un véritable projet. D'ailleurs que je vous donne, parce que j'imagine que vous allez être un peu convaincu. Non, mais je vous l'offre. Article 3, non, je vous l'offre, madame. Le processus lisez-le religieusement ce soir, vous allez voir. D'intégration fédérale. Et en revanche, j'ai vu le vôtre, c'est un peu court quand même sur l'Europe. Il y a 2 pages. 2 pages sur l'Europe dans le programme du Front National, madame. 2 pages. Donc beaucoup de mots sur les plateaux de télévision, mais concrètement 2 pages sur le programme économique, mais c'était peut-être trop long alors que pour vous. nous avons un projet qui est révolutionnaire. Effectivement, nous disons non à l'élargissement. Non à l'adhésion de la Turquie dans l'Union européenne. Nous disons effectivement que nous suspenderions la participation de la France à l'espace Schengen si d'autres pays ne jouent pas le jeu et feraient de l'Europe une Europe passoire. Et que nous irions même, je termine sur mon projet, et que nous irions même jusqu'à exclure de l'espace un pays qui ne jouerait pas le jeu avec et vos qui petits ne bras respecterait pas. Avec vos petits bras musclés, avec de la détermination politique. Bon, mais votre absentéisme au Parlement européen, la détermination politique, vous ne l'avez pas. Alors vous allez m'expliquer pourquoi en 2008, Nicolas Sarkozy a fait supprimer de la Constitution le recours obligatoire au référendum en cas d'élargissement de l'Union européenne. Vous avez interdit... Nous sommes contre l'élargissement et nous proposons même de supprimer le commissaire européen à l'élargissement et ses 400 fonctionnaires et passer par un commissaire européen à l'immigration, madame. Lisez bien notre projet, vous verrez. Pourquoi. Non, mais votre projet, c'est toujours la même chose. Ce sont des promesses que vous ne mettez jamais. Non, mais gardez-le. En 2008, c'est Nicolas Sarkozy qui a fait supprimer de la 2014, Constitution. Geoffroy Didier, c'est la fin de ce débat. Nicolas Sarkozy, en 2008, a fait supprimer de la Constitution le recours au référendum obligatoire pour tout nouvel élargissement. Et pendant le mandat de Nicolas Sarkozy. Nous sommes contre l'élargissement et contre l'adhésion de la Turquie. Alors pourquoi avez-vous fait supprimer le référendum? Juste une chose. Je voudrais terminer ma phrase. C'est vous qui êtes pour l'élargissement avec votre union pan-européenne. Personne ne comprend de quoi il s'agit. 2 nouveaux chapitres d'adhésion de la Turquie ont été ouverts sous Nicolas Sarkozy. Pardon? C'est faux. Pardon? C'est faux, ce sont des accords commerciaux. Nicolas Sarkozy. Non, ça vous le dites à chaque fois, mais vous savez, c'est pas parce que vous le répétez que c'est vrai. Ont été ouverts sous Nicolas Sarkozy. Et c'est à cause de Nicolas Sarkozy qu'on ne peut pas voter par référendum et que le peuple français jugeront. Le peuple français ne peut pas s'exprimer pour dire non aux nouveaux élargissements qui sont prévus et que vous avez toujours soutenu quand vous avez voté. Dans un instant. Et vous êtes, en revanche, vous pour un élargissement, tous les deux, c'est la fin. Ça s'appelle l'Union pan-européenne avec un élargissement avec la Russie. C'est la fin de ce débat. Merci Marine Le Pen, on vous retrouve dans un instant. Merci Geoffroy Didier. Merci Apolline. À tout de suite pour l'After RMC. Bonsoir Véronique Jacquier. Bonsoir Apolline. C'est l'After RMC, vous avez écouté toute cette émission et on va un peu plus loin avec vous. Oui, bonsoir Marine Le Pen. Alors évidemment, je vous ai écouté attentivement et on va revenir sur votre tempérament, sur votre caractère. Anna Cabana vous a demandé si vous étiez une guerrière. Expliquiez vous-même le fait que vous pouviez vous montrer souvent agressive et vous l'avez prouvé pendant l'émission, donc on va vous réécouter. Quand je vois Marine Le Pen est agressive, Marine Le Pen, elle se défend parce qu'on ne cesse de la traiter comme on ne traiterait pas. Oui, exactement. Mais c'est vrai que nous sommes beaucoup agressés. Alors, ce qui m'a marqué pendant l'émission, c'est que vous n'avez pas loupé Manuel Valls. Il en a pris pour son grade pendant 5 bonnes minutes. On écoute. Manuel Valls sera le pire Premier ministre que la Ve République ait connu. Vous m'entendez? Ce sera le pire Premier ministre. Expliquez-vous, en quoi? Parce qu'il va contribuer à terminer le travail qui a commencé sous ses prédécesseurs, c'est-à-dire le travail de dilution, encore une fois, d'équarrissage de notre pays. Alors, vous traitez aussi Manuel Valls de multirécidiviste de l'échec. Vous dites qu'est-ce qu'il a fait, Manuel Valls, jusqu'à présent. Vous êtes agressive avec le Premier ministre en vous appuyant non sur des faits, mais sur ce qui pourrait advenir. Est-ce que c'est pas de l'agressivité gratuite, quand même? Non mais permettez-moi madame, je ne vois pas ce qu'il y a d'agressif dans le fait de dire qu'il sera le pire Premier ministre de la Ve République. C'est quand même un procès d'intention sacrément sévère. Mais c'est vous qui quand on parle comme ça de madame, vous êtes extrêmement violente. Madame, c'est vous qui considérez que c'est un procès d'intention. Vous avez oublié que pendant 2 ans, il a été ministre de l'Intérieur? Déjà, vous avez oublié ça? Parce que moi, j'ai pas oublié qu'il était ministre
de lutte contre l'insécurité. Et c'est dramatique l'échec en matière de lutte contre l'insécurité. Parce que derrière, il n'y a pas des chiffres et des statistiques, il y a des hommes et des femmes, il y a des victimes, des criminels et des délinquants. Et ces victimes, elles se sont multipliées. Et par conséquent, cet homme devrait être extrêmement modeste. Et moi, je ne comprends pas pourquoi il est devenu Premier ministre. À part peut-être les quelques courbes de sondage qui étaient positives, mais c'est en train de changer, parce que là aussi, il y a un renversement de la courbe, dis donc. C'est le retournement de la popularité. Là, il y en a un alors qu'il n'y en a pas sur le chômage. C'est le retournement de la courbe de popularité de Manuel Valls. Mais il y a quand même une forme de procès mais qui englobe Manuel Valls, les hommes politiques, les journalistes. Apolline en a fait aussi les frais pendant l'émission. Est-ce que vous faites pas un peu comme Mélenchon? Est-ce que vous ne faites pas du Mélenchon? Tous dans le même sac et moi. Est-ce qu'on a le droit de dire ce que l'on pense, y compris les journalistes? Parce que les journalistes, c'est pas sacré. Bien sûr, mais on vous a laissé parler, Marine Le Pen. C'est du direct. On a le droit de dire. Quand un journaliste est totalement partial, quand l'AFP, qui est une agence financée par l'État, d'accord, qui ne vit que grâce à l'État. Est-ce qu'il y a un homme politique à qui vous pourriez rendre hommage? Quand l'AFP, si vous voulez, collusion avec l'ensemble des partis et qu'il passe sa vie, par exemple, à mener la guerre au Front National, est-ce qu'on a le droit de le dire? D'accord, mais est-ce que vous pourriez, dans une démarche constructive, positive, est-ce qu'il y a un homme politique à qui vous pourriez rendre hommage? Mais pourquoi voulez-vous que je rende hommage à des gens qui sont responsables de la situation? Vous pouvez avoir de la sympathie, vous pouvez dire de la situation. Il n'y en a pas un seul qui trouve grâce à vos yeux, Marine Le Pen. Mais ça n'a aucun intérêt. Même parmi les hommes politiques préférés des Français, je pense à quelqu'un comme Alain Juppé. Mais si vous voulez être au pouvoir, ça a quand même un intérêt. C'est quelque chose de positif. Non, mais je ne suis pas institutrice. Je ne suis pas là Donc il n'y a que des mauvais points, mais il n'y a pas de bons points, Marine Le Pen. Il n'y a que des mauvais points, mais il n'y a pas de bons points. Je suis là pour dire aux Français, attention, la politique qui est menée est une politique qui est en train d'effondrer notre pays. Non, mais Marine Le Pen, là je suis très précise. Sur l'austérité, Véronique Jacquier vous demandait à l'instant, est-ce que vous pourriez donner un bon point à un homme politique français? Mais ça n'a aucun intérêt, ça. Mais si vous voulez être au pouvoir... Mais moi je ne personnalise pas. Moi je ne personnalise pas. Mais Marine Le Pen, vous avez dit pendant l'émission que vous vouliez gouverner et que vous étiez prête à prendre le pouvoir. Il faut rassembler les Français dans ces cas-là. Il ne faut pas toujours tout démolir. Il ne faut pas tout. Rassembler les Français, c'est pas défendre la caste. Non, mais c'est construire. C'est construire. Et la couvrir de compliments. Ça, il y a largement assez de journalistes pour le faire. Non, mais il faut construire dans ces cas-là. Donc il va bien falloir qu'à un moment donné, il y ait aussi des gens qui disent la vérité, juste la vérité. Et la vérité du bilan de l'UMP et du PS, c'est une vérité qui est extrêmement dure à entendre. Je le conçois, mais qui, encore une fois, fait des victimes. Et je dis aux Français, vous pouvez changer cela. Ça n'est pas une fatalité. Parce que, après tout, cette élite qui s'est autoproclamée et qui considère qu'elle est maître de la France, il va falloir il faut tout dynamiter. Il va falloir lui rappeler que le seul maître en France, c'est le peuple français. Mais ces hommes et ces femmes ont été élus. Ils ont un moyen, les Français, de se rappeler au bon vouloir de cette caste politique, c'est d'aller voter massivement le 25 mai. Car les Français sont oubliés par la classe politique. Et quand on est oublié, eh bien, il faut se rappeler au bon souvenir. Et je crois que le 25 mai sera une extraordinaire occasion pour eux de se rappeler au bon souvenir d'une caste qui a totalement oublié pourquoi elle est là. Merci Marine Le Pen. Pas un seul bon point donc, mais merci d'avoir été notre invitée. C'est l'heure du 20h. Vous retrouvez François Gapian.